Petit rajout post-enregistrement, comme je me suis rendu compte que la vidéo allait être très longue, pour vous à regarder, pour moi à monter, je vais la découper, alors je sais pas encore, ça sera probablement découpé en 2, 3, éventuellement 4 morceaux, vous verrez dans les commentaires ou simplement au fil de la publication. Voilà, allez, je vous laisse profiter du contenu de la vidéo. Carte suivante, Marvel Champions. Alors, j'ai fait des vidéos sur ce jeu, c'est un autre JCE coopératif. Alors je vais pas trop m'étendre, je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion, le principe du jeu est sympathique, mais pour moi il y a un petit peu tromperie dans la marchandise quand les développeurs disent que c'est un jeu pour 1 à 4. Moi je trouve qu'il y a un gros problème en solo, il y a un problème de seuil, c'est-à-dire que le jeu avance, les manigances avancent quand on atteint le seuil est proportionnel au nombre de joueurs et pour moi c'est une erreur. Parce que ça veut dire que ça avance beaucoup trop vite quand on joue en solo et en solo on a des effets de quasi-mort immédiate. Donc le jeu, vu ses mécaniques, j'ai envie qu'il dure peu. Pour qu'il dure peu, il faut que je joue en vrai solo, et si je joue en vrai solo, le jeu est frustrant par la possibilité de mort instantanée. Si je veux m'éviter la mort instantanée, il faut que je joue en solo. Alors déjà en solo, le fait de pouvoir agir pendant le tour de l'autre et le fait que l'ordre des joueurs soit imposé fait que j'ai du mal à pas me tromper, deuxièmement j'ai du mal à ne rien oublier, donc c'est un peu frustrant. Et quand je joue en solo, les parties sont longues et on entre dans des... Les parties sont longues et elles sont trop longues pour moi compte tenu des mécaniques du jeu. Si je fais une partie de Marvel Champions en solo, je me dis, pour cette durée-là, je prendrai 10 fois plus de plaisir sur Arkham. Donc le jeu aussi fait partie de ceux auxquels j'ai joué plus de 200 fois. Là, je viens de recevoir le pack Hulk que j'avais précommandé il y a longtemps et qui avait eu des problèmes. Ma précommande avait été retardée. Donc, je n'ai plus acheté de pack. Je vais jouer Hulk. Et ensuite, le jeu, je vais le ranger. Et je sais pas, je le filerai. Je ferai un prêt de longue durée à un pote ou alors peut-être pas donner, mais peut-être que je le garderai pour y jouer uniquement en multijoueur. Mais bon. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des changements sur le mode solo pour que j'apprécie le jeu, mais j'ai la flemme de faire mes changements, mes modifications fan-made et de les tester quand je peux prendre beaucoup plus de plaisir sur Arkham, que ça soit en solo ou en solo. Fini un autre jeu uniquement solo de Friedman Freeze. Alors, que je trouve une bonne image. Vous avez un deck de cartes numérotées. Vous avez des pions bonbons, vous avez des pions café. Moi le jeu je le décris comme un simulateur de boulot. Donc vous avez une pioche, vous avez ces cartes ont des effets. Par exemple cette carte 45, quand vous la piochez vous gagnez un bonbon. Les bonbons, alors à chaque tour vous piochez les 3 premières cartes de la pioche. Donc vous avez des cartes numérotées. Certaines cartes vous donnent des bonbons, d'autres cartes vont vous demander des bonbons pour activer des effets. Vous piochez des cartes, elles sont dans la zone qu'on appelle la zone de présent, vous faites différentes actions, du style piocher, mettre des cartes dans le passé, prendre des cartes du passé, les mettre dans le présent, envoyer des cartes dans le futur. Si vous avez la carte numéro 1, vous la mettez dans la pile des cartes finies, puis ensuite, si vous avez la carte immédiatement suivante, donc si vous n'avez mis que la carte 1 dans la pile et qu'ensuite vous révélez la carte 2, immédiatement vous mettez la carte 2 et vous la remplacez. Une fois que vous avez fini votre tour, vous triez toutes les cartes dans la zone présent, vous les mettez dans la zone passée, puis vous réduisez la zone passée à 3 cartes en mettant les autres cartes sous le dessous de la pile. Chaque fois que vous avez la carte 48 qui va du présent au passé, vous dépensez un pion café. Si vous devez dépenser un pion café que vous ne pouvez pas, vous avez perdu la partie.
Si vous avez la pile des 48 cartes triées par ordre croissant, vous avez gagné la partie. Voilà, en gros le principe de base. Alors ce jeu, c'est mon jeu de vacances, c'est-à-dire, chaque fois que je pars en vacances, je l'amène, la boîte est toute petite, enfin, elle est toute petite, elle fait, je sais pas, peut-être 15 cm de côté, une dizaine de centimètres de côté, 48 cartes, je crois 7 pions café, 10 pions bonbons, voilà, les parties sont assez rapides, il y a 3 niveaux de difficulté, c'est amusant. Bon, c'est super répétitif, mais d'un autre côté, vu que le thème c'est essayer de passer sa journée de boulot sans s'endormir, c'est assez thématique. Mais voilà, je dis que c'est mon jeu de vacances parce que je l'emmène toujours en vacances, mais à côté de ça, je n'y joue jamais en dehors de mes vacances. Si je vais en famille, que je sais qu'il n'y aura pas de joueurs sur place, ou tout simplement que je m'attends pas à jouer parce que je ferai autre chose, j'amène le jeu pour avoir la possibilité de jouer un jeu. Mais quand je suis chez moi et que j'ai tous mes jeux, je n'ai aucune envie de jouer à celui-là. Donc c'est vraiment très dichotomique. Je l'amène à toutes mes vacances, mais je n'y joue jamais en dehors de mes vacances. Clank, un jeu de deck building avec un plateau. Voilà. Quel est le principe ? Vous êtes un aventurier, vous allez chercher un artefact dans les sous-sols d'un château, mais il y a évidemment le plateau est à l'envers. Mais il y a un dragon. Donc vous commencez, vous êtes à l'entrée, vous vous déplacez de salle en salle. Parfois, vous entrez dans une pièce, vous devez arrêter votre mouvement. Parfois, vous ne pouvez passer que si vous avez une clé. Parfois, vous avez besoin de combattre pour ne pas vous prendre de points de vie. Vous avez un deck de départ qui est pourri, et il y a un certain nombre d'effets, il y a un certain nombre de cartes qui ont un effet clank. Quand vous avez un effet clank, vous prenez un de vos cubes, vous mettez dans cette zone clank. Et certains effets font que tous les cubes sont mis dans un sac, et ensuite, en fonction de l'emplacement du pion dragon sur la piste, on va piocher 2, 3, 4 ou 5 cubes. Si un cube noir, un cube dragon est sorti, il se passe rien. Si un cube de votre couleur est sorti, on le met sur une piste. Si vous mettez un cube de votre couleur sur la dernière case, vous êtes mort. Alors vous avez aussi des effets qui vous permettent de retirer des cubes de la zone clank, et vous avez des effets qui vous permettent de vous soigner, en remettant les cubes dans votre réserve. Et donc vous vous déplacez dans le donjon, vous avez des jetons, je vais y arriver. Vous avez des jetons face cachée. Quand vous entrez dans la pièce, vous pouvez les révéler, ça vous donne des objets qui ont plus ou moins de valeur, ou des effets du style effet de soin, effet de déplacement. Les ressources que vous générez avec vos cartes, il y a du déplacement, pour vous permettre de vous déplacer. Il y a aussi des points d'acquisition pour acheter les cartes qui sont dans la ligne d'achat, et des points de force pour combattre les monstres, soit sur votre chemin, soit sur la ligne d'achat. Vous essayez de jeter des cartes de votre deck, vous essayez de mettre de bonnes cartes dans votre deck. Le but, c'est d'avoir un des artefacts, un pion hexagonal, et de ressortir avec. Si vous ressortez avec votre artefact, vous avez des points bonus. Si vous êtes au-dessus du niveau du sol et que vous mourrez avec un artefact, vous comptez vos points. Si vous mourrez en dessous du niveau du sol avec un artefact, on ne compte pas vos points. Si à la fin de la partie vous n'avez pas d'artefact de mémoire, on ne compte pas vos points. Les points sont les points des objets. Alors là, on voit pas bien. Et voilà, chaque objet vaut 5, 7, 10, etc. jusqu'à 30 points. Certaines cartes de votre deck ont des points de victoire. Et voilà. Voilà, en gros, c'est le principe. Donc en multijoueur, il faut ressortir avec un artefact et ensuite on compte les points de victoire, celui qui en a le plus à gagner. Et en solo, sur le site Session Solo, il y a un fichier à télécharger. Voilà. Qui vous explique comment y jouer. Vous téléchargez le fichier et vous avez les règles pour jouer en solo. Moi j'ai toujours joué avec les règles solo pour le jeu de base, mais je me suis rendu compte récemment qu'il y a des règles solo adaptées à chaque extension. Donc des règles solo pour l'extension Trésor englouti, des règles solo pour l'extension, je crois que ça s'appelle, Momie et Pyramide, un nom comme ça. Alors, les jeux de deck building avec ligne d'achat, quand on y joue en solo,
on se retrouve généralement avec un système du style, vous jouez votre tour et ensuite vous retirez les 2 cartes, enfin vous retirez une ou plusieurs cartes, et en fonction des cartes qui arrivent, le jeu avance plus ou moins vite. Ça se voit que c'est pas un jeu conçu pour le solo, mais l'adaptation solo est efficace. On peut quand même, déjà on a le deck building et on peut essayer de contourner les difficultés que le jeu nous... les difficultés de l'avancée du jeu solo. Bref, ce n'est pas un jeu purement solo, mais l'adaptation solo peut permettre de faire des parties agréables. Allez, encore un jeu deck building, encore un jeu Legendary. Legendary Encounters Firefly. Alors ce jeu-là, c'est assez paradoxal, je pense que niveau mécanique, c'est le meilleur de tous les jeux de la gamme Legendary. Parce que, je vais vous sortir une image du plateau, alors déjà c'est basé sur la série Firefly, que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais regardé une première fois, que je n'ai pas réussi à regarder une deuxième fois, ça m'a pas motivé. Si on regarde le plateau, on voit le plateau similaire à Legendary Encounters Alien, avec une différence de taille, c'est cette zone-là, qui représente le vaisseau. Donc dans Legendary Encounters Firefly, le vaisseau a son importance. On a des améliorations, on va pouvoir acheter des améliorations au vaisseau, par exemple une infirmerie pour se soigner, ou une amélioration qui vous fait piocher, ou bref. On a aussi une nouvelle pile de blessures spécialement sur le vaisseau, des dégâts infligés au vaisseau. Donc ça renforce bien la thématique, parce que une nouvelle condition de défaite, c'est si votre vaisseau explose, tout simplement. Dans le deck épisode, on a des vaisseaux spatiaux qui nous chassent. De façon générale, on a un nouveau type d'ennemis, ce sont les ennemis vaisseaux. Donc il y a des ennemis qui représentent des personnes, il y a des ennemis qui représentent des vaisseaux. Les vaisseaux infligent des dégâts aux vaisseaux, ça c'est logique. La gestion des 3 mini-decks est un petit peu différente. Chaque mini-deck représente un épisode de la série. Donc, si vous faites... Dans Alien, le scénario 1, c'est le premier film. Dans Firefly, le scénario 1, c'est le premier épisode double de la série et le deuxième épisode. Puis ensuite, si vous jouez le scénario suivant, ça correspond aux épisodes 3, 4 et 5, puis 6, 7 et 8, etc., etc. Autre chose, dans Alien, vous avez un avatar qui est déconnecté des cartes dans le deck. Dans Firefly, ce qui se passe, c'est qu'il y a 9 personnages en tout. Les 9 personnages principaux de la série. Et, quand vous mettez en place, vous choisissez 5 avatars qui représentent les joueurs ou les personnages qui ne sont pas joués par des joueurs parce qu'il y a moins de 5 joueurs. Et dans le deck, vous allez utiliser les autres. Donc si votre avatar c'est par exemple Inara, vous ne pouvez pas recruter de carte Inara parce que vous êtes Inara. Et inversement, si dans le deck de cartes recrutables vous avez les cartes Inara, personne n'est Inara vu que vous allez jouer Inara. Donc on a cet effet, Alien, c'est un petit peu bizarre, son avatar ça va être le technicien, on se dit mais quel technicien, et à quoi ça rime que je joue des cartes replay, qu'est-ce que ça représente? Là, thématiquement c'est plus clair, vous êtes par exemple Inara, et quand vous jouez une carte Simon, c'est Inara qui dit à Simon, fais tel truc. Donc voilà, thématiquement c'est mieux. On a aussi des cartes, au lieu d'avoir des cartes drone comme dans Alien qu'on rajoute dans le deck d'ennemis, et d'un coup on a cet alien un petit peu... On se demande qu'est-ce que l'alien, l'alien coureur vient faire dans le premier film. Là, les cartes qu'on rajoute en plus dans le deck d'ennemis sont les missions secondaires qu'on voit dans les films, dans les épisodes de la série, pardon. C'est-à-dire que dans un épisode, en plus de la trame principale, il y a le fait qu'ils doivent livrer, une poupée en porcelaine, il y a une carte que vous rajoutez au hasard dans le deck, c'est cette fameuse poupée de porcelaine, et en cours de partie, vous aurez à remplir une mission que vous allez réussir ou rater. Si vous réussissez, vous avez un bonus, si vous ratez, vous avez un malus. Autre chose, dans le jeu, il y a des cartes
flow, des défauts et des cartes, je crois que c'est talent. Et ces cartes-là qui sont génériques ont un effet qui dépend de votre avatar. Par exemple, pour un avatar, la carte flow, ça va être piocher une carte ennemie, ce qui fait avancer le jeu. Pour un autre, ça va être défausser au hasard de cartes de votre main. Alors je vais pas trop m'étendre, mais en gros, je trouve le jeu très thématique, il y a des mécaniques qui ont été rajoutées par rapport à Legendary Aliens qui sont très bien. Mais à côté de ça, le jeu a quand même un gros défaut qui est difficile à surmonter. Enfin, premier défaut, je trouve qu'il y a plein de mécaniques qui ont été rajoutées d'un coup. J'ai beaucoup joué à l'ensemble des jeux Legendary. Tout cumulé, j'ai dû faire, 600 parties. Mais chaque fois que je ressors celui-là, je dois à chaque fois relire une règle. Par exemple, les missions secondaires, comment on les résout. La carte inévitable, c'est quoi son effet? Quand j'ai fini un épisode, comment je passe à l'épisode suivant? Donc, c'est un petit peu lassant à chaque fois j'aurais aimé un petit peu plus de simplicité. Deuxième chose, les cartes en elles-mêmes. C'est basé sur une série. Dans la série, donc les acteurs, il y a Nathan Fillion, son nom m'échappe, Morena Baccarin, il y a Summer Glow et d'autres dont le nom m'échappe là tout de suite. Mais bref, moi j'ai vu la série, je me souviens à quoi ils ressemblent, et quand on regarde les cartes dans le jeu, les dessins sont affreux. Les dessins sont affreux et j'aurais aimé qu'ils prennent des photos de la série. Par exemple, là c'est Nathan Fillion. La ressemblance c'est quelconque. Là, Inara, c'est Morena Baccarin. Donc je vais essayer de faire rapidement une recherche. Voilà, donc, alors, je peux pas zoomer, ouais. Donc, sur cette carte tout à gauche, vous voyez Inara, telle qu'elle est dessinée, et dans la série, Inara, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, quand vous comparez les deux, vous dites que, ouais, c'est pas gagné. Donc c'est quand même assez... Alors moi je suis pas trop focalisé sur les illustrations, mais quand même... Voilà, là, Nathan Fillion, bof, il ressemble pas à grand chose. C'est... Les illustrations... que je revienne à la page du jeu. Les illustrations sont quand même ratées. Bon, je vais accélérer maintenant. Ascension, un jeu de deck building avec ligne d'achat, en solo. Alors là, je prends l'exemple l'ascension de Vigile parce que c'est celle que j'ai. Jeu de deck building, j'aime beaucoup, mais le solo concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est vous jouez votre tour, et le tour du joueur fictif, c'est de recruter les 2 cartes les plus à droite, décaler toutes les cartes, recompléter la ligne d'achat. Si les cartes apportent... si les cartes sont des ennemis qui font gagner des points de victoire, vous prenez les points de victoire, on joue, on continue la partie, quand il n'y a plus de points de victoire dans la partie, dans le stock, on compare les points de victoire du joueur solo, du deck du joueur fictif, et voilà. Donc c'est super simple, c'est une sorte de compte à rebours, il faut améliorer son deck le plus vite possible, parce que l'adversaire, contrairement à vous, lui, il a aucun problème. Si la carte tout à droite, elle coûte 10, vous aurez du mal à l'acheter, le joueur fictif, il a aucun problème. Si tout à droite, il y a un ennemi qui est dur à vaincre, mais qui vous rapporte 6 points de victoire, vous aurez du mal à le vaincre, pour le joueur fictif, aucun problème. Donc c'est vraiment simpliste, mais une fois de temps en temps, c'est agréable. Du deck building, on construit son deck, mécanique que j'adore, et voilà, à la fin on regarde est-ce qu'on a plus de points que l'adversaire ou pas, et puis on peut enchaîner une deuxième, une troisième. Allez, jeu suivant, parce que moi aussi je vais aller manger. Mr. Cabbage Head's Garden. J'ai fait une vidéo de présentation et une vidéo de partie de ce jeu. Voilà, un jeu pour 1 ou 2. J'ai jamais regardé en quoi consistait le mode de joueur. J'aime bien les illustrations, c'est rapide, c'est sympathique, c'est amusant. On n'a pas trop l'impression de bien contrôler le jeu. Voilà, alors j'ai participé au 2e Kickstarter. Je suppose que quand je le recevrai, je ferai une nouvelle vidéo de présentation et de partie. Samsara, un jeu publié par Okaluda Édition, c'est un éditeur français qui est
dans le Périgord si ma mémoire est bonne. Alors, quel est le principe que je trouve une bonne représentation? Voilà, vous choisissez un personnage que vous incarnez, vous avez un deck de départ qui est composé de 4 cartes, bon karma, 4 cartes, mauvais karma, vous avez votre petit, comment on appelle ça, un standee, qui vous représente. Là, vous avez la roue octogonale de la réincarnation, avec le trait noir qui représente à gauche c'est la mort, à droite c'est la naissance. Dans chaque zone, vous avez des cartes qui ont un effet et qui ont des symboles. Donc à votre tour, vous avancez d'un certain nombre de cases et ensuite vous pouvez ajouter à votre deck, alors je crois que c'est à la main, j'ai un petit doute d'un coup, vous ajoutez cette carte-là. Puis ensuite vous pouvez jouer une action, puis ensuite vous défaussez votre carte, vous repiochez votre main. Donc au fil du temps, vous mettez des cartes actions dans votre deck. Pendant votre tour, vous pouvez jouer une carte action, mais certaines cartes vous donnent des bonus, enfin vous donnent droit à d'autres actions. Et jouer les cartes actions, le but c'est d'acquérir ces jetons amulettes. Et si vous regardez bien, vous voyez que ce pion amulette, pour l'acquérir, il vous faut 2 symboles cœur, 2 symboles, je crois que c'est une plume, et 2 symboles force. Les symboles qui correspondent aux cartes. Donc pour acquérir ça, il faudra défausser depuis votre main des cartes avec ce nombre-là de symboles, sachant qu'une carte bon karma, vous avez un symbole bonus blanc et un symbole bonus noir. Les symboles, il y a la version, je sais plus comment ils appellent ça, lumineuse, et la version sombre. Si vous n'avez pas assez de symboles lumineux, vous pouvez utiliser les symboles sombres, mais ça vous force à mettre dans votre deck des cartes mauvais karma qui encombrent votre deck. Donc, vous parcourez cette espèce de roue octogonale. Quand vous passez de la case, quand vous dépassez la ligne entre mort et naissance qui représente la réincarnation, vous mettez dans votre deck des cartes mauvais karma qui vous pourrissent votre deck. Et le but est d'acquérir 5 amulettes. Voilà. Alors je n'ai joué à ce jeu qu'en solo. J'ai adoré mes premières parties. Alors au début j'ai eu un petit peu du mal à trouver le bon rythme. En solo on est en temps limité. Et voilà. Au début j'ai eu du mal à trouver le bon rythme. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait je crois 10 parties en l'espace d'une semaine. Je l'ai sorti plus récemment et il m'a laissé un petit peu froid parce que j'ai eu l'impression qu'en solo il y avait plus de difficultés pour moi, que c'était trop facile. Alors, j'ai jamais joué en multijoueur, je garde le jeu. J'essaierai d'y jouer en multijoueur, mais c'est vrai qu'en solo, bon, c'est pas un jeu que je ressortirai souvent. Jeu suivant, D-Day Dice, 2e édition, que j'ai reçu assez récemment. Celui-là, je compte bien faire une vidéo de présentation. Eh ben, vous rejouez des événements de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez... Voilà, ça c'est le genre de plateau sur lequel on joue. Alors, explication rapide, vous commencez en bas, vous avez 4 soldats, et vous devez monter de secteur en secteur jusqu'au bunker, et vous devez finir votre tour dans le bunker pour gagner. Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'au bunker et à finir votre tour avec au moins un soldat survivant, vous perdez. Et donc, pour vous déplacer de secteur en secteur, il faut dépenser du courage. À la fin de chaque round, en fonction du nombre dans le bouclier, vous perdez un certain nombre de soldats. Plus vous allez vers le bunker, plus vous perdez de soldats par tour. Donc il faut rester dans une zone relativement sûre pour accumuler des soldats, puis monter et à la fin essayer de passer le moins de temps possible en haut et détruire le bunker. Le principe du jeu, c'est qu'on a un plateau sur lequel, avec des molettes, on traque le nombre de médailles qu'on a, le nombre de soldats qu'on a, le nombre de points d'équipement qu'on a, etc., etc. J'essaie de trouver une représentation. Voilà. Votre zone de jeu. Et je suis en train de perdre ma voix. Là, c'est par exemple si vous jouez les Français. Vous avez votre plaquette qui vous indique que vous avez 18 soldats, que vous avez je sais plus comment ils appellent ça, une étoile, un point d'équipement et 2 points de courage. Là, vous avez votre plaquette qui vous rappelle ce que vous faites pendant votre tour, et là, vous avez les dés. Le principe du jeu, c'est BBR, les dés bleu, blanc, rouge. Vous avez 2 dés de chaque couleur.
vous les lancez. Après le premier lancer, vous devez en bloquer 2, vous pouvez plus y toucher. Vous pouvez en garder d'autres de votre premier lancer. Vous avez le droit à un deuxième lancer, puis à un troisième lancer. À la fin des 3 lancers, vous êtes obligé de garder. Et qu'est-ce qui se passe? Vous regardez si vous avez des combinaisons de 3 symboles dans chaque couleur. Alors là, ça va être dur à lire, mais par exemple, si vous avez un crâne pour chaque couleur de dés, vous gagnez 15 points d'objet. Donc, ce qui est là, vous montez votre molette de 15. Si vous avez 3 étoiles, vous avez 5 points d'objet, etc., etc. Ensuite, si vous avez des crânes dans une configuration autre que le bonus BBR, donc le bonus bleu, blanc, rouge, et ben chaque pion crâne, enfin chaque dé qui représente un crâne annule un autre dé. Et ensuite, vous collectez tout ce qui est représenté. Par exemple, là, j'ai 5 soldats, je monte ma molette de 5. J'ai une médaille, je monte ma molette de 1. J'ai une clé à molette, donc je regarde une clé à molette, ça fait 1 point objet. Et j'ai une étoile, j'augmente de 1 étoile. Voilà, et donc, première étape, on lance les dés, on collecte les bonus des dés, on ajuste le marqueur qui indique si on peut rester ou pas dans une zone ou si on doit avancer. Puis ensuite on va acheter des spécialistes. Par exemple, là le héros, il vous permet de perdre des médailles ou de perdre des étoiles pour éviter de perdre des soldats. On peut aussi acheter des objets qui sont à usage unique. Par exemple, quand on défausse la veste de commandement, on gagne un bonus BBR commandement, qui est décrit ici. Si on le souhaite ou si on doit le faire, on se déplace vers la zone suivante, et enfin, on perd des unités. Et voilà. Donc j'ai commencé à faire des parties du jeu, je dois en être à peu près 10. J'aime le principe, mais jusqu'à présent, le jeu semble extrêmement compliqué et un petit peu frustrant. C'est-à-dire que, on lance les dés, et quand on est dans la première zone, je prends cet exemple de scénario, dans une zone on reste maximum 3 tours. Donc quand je suis dans cette zone, à la fin de chaque tour, je perds 3 soldats. Donc, pour m'améliorer, il faut que je gagne plus de 3 soldats. Sachant que sur chaque dé, j'ai une face 1 soldat et une face 2 soldats, et que je lance 6 dés, et que si j'ai des bonus BBR pour les soldats, j'ai des soldats bonus, c'est pas un problème. C'est pas dur de gagner des soldats sur l'ensemble d'un tour quand on est là. Il suffit que mes dés m'en donnent au moins 4. Là, il faut que mes dés m'en donnent au moins 6. Là, il faut que mes dés m'en donnent au moins 8, au moins 10, au moins 15 et au moins 20, donc là, j'y compte plus. Et ce sont des dés. Alors, on a des cartes spécialistes, on a des cartes objets ou des médailles qui aident à conserver ces soldats, mais il peut arriver qu'on ait un tirage pourri. Par exemple, vous lancez vos dés, vous avez 3 dés qui vous donnent le résultat de soldats, mais sans que ça soit un bonus BBR, les 3 autres dés qui vous donnent des crânes, les 3 crânes font que vous annulez vos 3 autres dés, et ce tour-ci, vous n'avez rien gagné. Et si ce tour-ci, vous le passiez là, automatiquement 10 pertes, plus un tir de mitraillette, donc 1 des 6 pertes, il se peut que vos dés vous donnent 0 soldats, et qu'à la fin du tour, vous en perdiez 16. Alors qu'un autre tour, vous lancez vos dés, vous avez un BBR pour la face 2 soldats, un BBR pour la face 1 soldat, ce qui vous donne, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, je crois que ça fait 23 soldats. Donc voilà, les écarts entre situation favorable et situation défavorable sont énormes, et donc j'ai fait une dizaine de parties. Le jeu est rapide, le jeu est sympathique, mais franchement c'est aussi extrêmement frustrant. La suite dans le prochain épisode.